Chapitre 2, le regard froid. Cet outil est essentiel. Un prérequis pour quiconque cherche à interagir correctement avec son entourage ou à cerner un phénomène avec une approche honnête. Sans celui-ci, la lucidité est entravée et cela ouvre la porte à tout un tas de biais et procédés de manipulation de l'opinion. Vous avez certainement tous entendu parler de ce reproche qui est de faire appel à l'émotionnel ou sombrer dans l'émotionnel. Le regard froid est inversement la façon d'isoler la question pour éviter que la réflexion ne soit altérée par des notions ou éléments parasites. Il est question d'opposer ce que j'ai précédemment nommé la réalité, le rationnel, le concret, le factuel, à diverses émotions pièges pouvant compromettre la compréhension d'un fait ou d'une situation. Un sujet connexe peut tout à fait être inclus dans une réflexion. Cependant, certaines questions se suffisent à elles-mêmes. Encore une fois, ce sujet va paraître une évidence pour certains, mais je vous cache pas que ça aura une importance pour la suite de prendre quelques minutes pour en parler. Donc on a fait un petit rappel sur le chapitre précédent de ce qu'est la réalité de nos jours. Il semble que cela soit impératif de reprendre les bases pour recadrer les infectés. Donc on rappelle que pour Wikipédia par exemple, qui est une définition correcte, la réalité, ça va être une opposition pure et parfaite entre ce qui existe dans les faits et ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. A noter qu'il est fréquent pour un manipulateur de faire paraître complexe ce qui ne l'est pas, ou très peu, de manière à se présenter comme un spécialiste. L'intérêt du prétendu spécialiste sera toujours d'agir comme un filtre entre la réalité et le public, qui n'aura accès via cet intermédiaire qu'à une interprétation, et non à un rapport factuel de ce qui est. L'interprétation inclut fréquemment des éléments superflus, dans le but de détailler, ou orienter la compréhension de la formulation initiale. Le souci avec cette pratique est que deux interprétations radicalement opposées peuvent parfois toutes deux sembler pertinentes, si un propos initial est imprécis ou imagé avec une tournure trop vague. Les saintes écritures font partie des propos qui ont souffert et souffrent encore de multiples interprétations dont il est aujourd'hui difficile de démentir la légitimité. En ce qui concerne cet outil, le regard froid, prenons un premier exemple enfantin pour que chacun réalise qu'il ne s'agit en réalité que de bon sens. Résoudre un problème mathématique revient à se débarrasser des informations parasites pour se concentrer sur le traitement des données pertinentes. Souvent, les jeunes élèves ont des difficultés à résoudre de très simples problèmes pour une seule et unique raison. La formulation sinueuse et les informations parasites ont permis de noyer l'attention de l'enfant. Il serait tellement naïf de penser que ce procédé n'est pas utilisé sur les adultes également. Le second aspect est encore plus évident. Pour répondre à une question, il n'est en rien requis d'analyser les phénomènes connexes. Dans notre exemple, si Pierre a 15 billes, qu'il en perd une, et s'en fait voler 2 autres par un camarade, combien lui en reste-t-il ? La question n'implique pas de savoir s'il peut récupérer celle qu'il a perdue, et encore moins de savoir si le vol des autres a affecté son mental ou sa confiance en ses camarades. On se fout également de savoir s'il a eu une enfance malheureuse et que ses billes sont tout ce qui lui reste de son défunt grand-père. Ces interrogations aux précisions sont légitimes et seront sans doute pertinentes le moment venu. Mais elles ne sont que parasites pour répondre à la première question, qui est par ailleurs très précise. Dès qu'il commence à être question de sujets qui fâchent, tels que le racisme, le prosélytisme des déviants, les malversations des représentants de l'État et autres joyeusetés, un mécanisme d'autodéfense empêche la plupart des individus de se référer sans détour aux éléments clés pour analyser une situation de manière efficace. Le regard froid, c'est à la fois l'art de ne pas se laisser perturber par des éléments connexes, non pertinents à l'instant T, mais aussi celui de ne pas se laisser influencer par les tendances, la pression sociale ou encore le regard d'autrui. Quand je parlais de mécanisme d'autodéfense juste précédemment, je parle d'une réaction automatique qui impose à tout individu un peu fragile d'éviter de se mettre à dos la majorité des gens qui se pensent bienfaisants, d'éviter de choisir consciemment le rôle de celui que l'on va qualifier de gêneur ou parfois de complotiste par exemple, s'il assume des propos qui, bien que légitimes, vont être aisément diabolisés par association. S'il est question d'être juste et de faire preuve d'une certaine objectivité, à défaut d'être neutre, on n'a que faire de savoir si le constat n'est pas ce que les gens aiment entendre ou croient savoir. Certains d'entre vous auront peut-être pensé immédiatement à cette citation assez célèbre. George Orwell nous dit dans la préface de La Ferme des animaux, « Si la liberté signifie quelque chose, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. » Peu importe si la réponse peut déplaire, contredire un individu ou une idée largement populaire, c'est là l'intérêt même de mettre un sujet sur la table, pas toujours pour le plaisir. Défendre un avis impopulaire ou diffuser une information qui peut déplaire est légitime, à condition qu'il s'agisse d'un constat factuel et non d'une interprétation de la réalité ou d'une idée préconçue. Quelquefois, il en va de la préservation de notre santé mentale ou physique, de prendre conscience d'une menace que l'on ne peut décemment ignorer. Sur ce point, je me permets de rappeler
que c'est l'un des principes fondamentaux s'il en est, l'instinct de survie, la recherche de préservation de notre intégrité. Pour appliquer la notion de regard froid, il est impératif de s'affranchir l'espace d'un instant des éléments suivants, la posture, l'ego et les influences sociales. Sans trop entrer dans le détail ici, ce n'est pas le sujet, la posture est une prise de position ou un acting conscient ou inconscient qui n'est ni naturel ni raisonné. Il s'agit souvent d'individus qui vont préférer présenter un avis qui renvoie la meilleure image d'eux-mêmes plutôt que de simplement être sincères et relater ce qu'ils constatent et observent. Cette image sera d'autant plus parlante pour ceux qui ont quelques notions d'arts martiaux. Une posture est souvent avant tout un ancrage à l'aide d'appuis équilibrés, un positionnement qui rend solide et difficile à déstabiliser. Une posture permet ensuite, si elle est bien exécutée, d'embrayer sur des mouvements maîtrisés. On constate l'exacte même chose dans le cadre d'un débat. Si les fondations sont solides, l'édifice, le guerrier ou même l'argument résistera au temps et aux épreuves. Si j'utilise le terme posture, c'est précisément parce que nous allons démontrer par les faits que ces postures sont en réalité des impostures. Plutôt que d'attaquer les individus, comme nos détracteurs en ont la pitoyable habitude, nous allons nous concentrer plus que jamais sur le fond et montrer comment ces impostures ne sont qu'apparence et n'ont aucune substance. Si un penseur ou militant maîtrise son sujet, il doit pouvoir l'expliquer, le développer, sans fuir le débat, ni tenter de recourir à de bien tristes manœuvres pour tenter de compenser sa faiblesse argumentative et souvent dissimuler sa pauvreté intellectuelle. C'est lors de cette étape que nous allons identifier un profil type, l'esclave relais. Des exemples viendront bien évidemment illustrer cette notion de posture. Je pense que tous connaissons au moins une personne proche qui est capable de s'auto-censurer, édulcorer ses propos, voire répondre de manière évasive ou pas tout à fait honnête, de peur de décevoir, provoquer ou choquer son ou ses interlocuteurs. Ces personnes sont rarement de mauvaises personnes, sont rarement mal intentionnées, bien au contraire. L'ego est également un des éléments qui peuvent venir parasiter une réflexion. Il faut pouvoir constater, même ce qui remet en question ce que nous pensons savoir à un instant T. Admettre son erreur si c'est le cas, et même, pourquoi pas, présenter des excuses si la situation le nécessite. À noter également que la valeur d'un individu est relative à ses actions passées et présentes. Celui qui suit sans aucun doute possible un chemin digne n'a nul besoin de chercher l'approbation de la foule. Certains sont partis en guerre contre une cause ou une thèse quelconque et n'oseront jamais, même après s'être rendu compte de leur erreur, rebrousser chemin. Comment le pourraient-ils ? Comment assumeraient-ils que leurs anciens camarades de lutte les prennent à leur tour pour ennemis ? Ici se trouve la collision entre impact de l'ego et influence du groupe. En ce qui concerne la pression sociale, aussi connue sous forme d'influence du groupe, c'est en réalité un blocage illusoire. Un certain nombre d'études et expériences démontrent qu'un individu peut s'efforcer de nier ses sensations et ses connaissances pour se conformer à un groupe. Cependant, rien ne justifie de nier une réalité. Qu'un individu soit influencé dans des conditions précises, comme c'est le cas durant les expériences en question, cela est compréhensible. Mais rien ne peut justifier d'être aveuglé chaque jour d'une année en dépit de tous les indices qui indiquent que l'on est dans l'erreur. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de courir si l'on sait que la direction mène nulle part. D'ailleurs, il me semble utile de rappeler que lorsque l'on réalise son erreur lors d'un échange et que l'on évite ensuite de la réitérer, on a indéniablement progressé. Le vainqueur de cette situation n'est pas seulement celui qui a souligné l'erreur et donc rendu un service, mais aussi et surtout celui qui sort de l'échange meilleur ou simplement plus juste qu'il ne l'était. Aucun esprit digne ne continuerait à condamner quelqu'un pour une idée ou propos que celui-ci a revu et corrigé depuis. Avec un minimum d'humilité, il est très simple d'admettre s'être trompé. Et bien que trop d'individus réagissent de manière stupide et entêtée, de peur de perdre la face, ils apprendront que présenter des excuses et revenir sur une erreur ne provoque aucune douleur et ne laisse absolument aucune cicatrice, bien au contraire. Il vaut bien mieux être le repenti d'un jour plutôt que le con de toujours.